Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres. À la une dans l'actualité nationale, l'oued d'Ambouli, submergé par la route Djibouti-Balbala, laissant les usagers dans l'impasse. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Nigeria, hausse du taux directeur pour contrer l'inflation. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une dans l'actualité, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui aux travaux par visioconférence du premier sommet mondial sur les chaleurs extrêmes, co-organisé par l'Agence américaine pour le développement international et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce premier sommet mondial sur les chaleurs extrêmes à valeur de plateforme d'information, de concertation et d'adoption des solutions propices à la protection des communautés et individus exposés aux températures élevées. La participation du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à ce sommet a essentiellement été marquée par une allocution faite à la tribune de sa réunion. Madame Samantha Power, administratrice de l'USAID, Mesdames et Messieurs, at the outset, I would like to take this opportunity to thank the USAID leadership for this forum and for their exceptional commitment to major development issues in Africa. Le réchauffement de la planète est aujourd'hui une question de survie que nous ne pouvons plus ignorer. Tout d'abord, ces causes sont connues. Elles sont rappelées constamment au sein de nos forats, expliquées et prouvées scientifiquement. L'heure n'est donc plus au constat, mais à l'action urgente, car nous, Africains, sommes parmi les plus impactés, alors même que notre contribution est moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, ces conséquences sont multidimensionnelles. Je pourrais parler de la perte de vie humaine. Je pourrais facilement parler des moyens d'existence. Je pourrais parler de la perte de la dignité, du logement, de la famille, de la culture. Je pourrais enfin parler du nombre croissant de migrants climatiques que nous voyons déjà se déplacer dans notre région. À titre d'exemple, le spectre de la soif est tangible à Djibouti, déjà caractérisé par une sévérité des conditions climatiques et avec une population qui a un mode de vie nomade et pastoraliste. Nous avons été contraints de mettre en place une politique de fixation des populations nomades autour des points d'eau, à travers, entre autres, la mobilisation des eaux souterraines et de ruissellement et de forage. La Corne de l'Afrique, mesdames et messieurs, sera parmi la plus touchée avec des prévisions d'augmentation de 2,7 à 3,6 dans les années à venir. Il est avéré que la température chez nous augmente de 0,1 à 3,6 tous les 10 ans depuis 1979. À ce rythme, et si rien n'est fait, la Corne d'Afrique risque d'être inhabitable au cours des prochaines décennies en raison des vagues de chaleur qui devaient dépasser les limites physiologiques et sociales de l'homme. Face à cette urgence climatique, nous contribuons à la mesure de nos moyens à travers des initiatives novatrices et la recherche des solutions. En effet, conscient de l'importance de disposer des capacités scientifiques et techniques permettant d'anticiper les catastrophes et de consolider nos politiques d'adaptation, nous avons créé un observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat. Ce centre réunit des chercheurs régionaux et internationaux, travaillant en réseau, notamment sur les données climatiques, afin d'aider, entre autres, à anticiper les catastrophes
en utilisant des données satellitaires pour l'alerte précoce. Il dispose enfin d'une plateforme scientifique ouverte à la région et à l'international pour mieux orienter nos politiques d'atténuation et d'adaptation. Toujours dans le même esprit, Djibouti poursuit inlassablement ses efforts de transition énergétique. Avec l'hydroélectricité importée d'Éthiopie et un parc éolien qui produit 60 MW, nous avons aujourd'hui atteint 80% de mix énergétique. Nous explorons également notre potentiel solaire et géothermique qui sont formidables. Malheureusement, nous sommes obligés de nous endetter pour financer ces projets verts et nous adapter, et cela malgré l'existence de mécanismes dédiés au réchauffement climatique et surtout en dépit des nombreux engagements pris par les pays industrialisés. Il n'est pas juste que l'Afrique soit condamnée à choisir entre le développement et la protection de l'environnement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'est pas juste que nous quittions chaque conférence avec un goût d'inachevé. Nous ne demandons pas une faveur particulière, mais une approche juste et équitable de la lutte contre le réchauffement climatique. Le destin de notre planète est encore entre nos mains. Il est urgent que nous agissions collectivement avant que les opportunités d'action ne soient perdues et qu'il ne soit trop tard. Le bon choix, c'est de prendre les bonnes décisions en matière de réduction des gaz à effet de serre, de gestion des pertes et dommages, de mobilisation des ressources. Le choix légal et légitime, ce serait de se développer en protégeant ensemble l'environnement, car vivre en harmonie implique équilibre et équité. Je vous remercie. Et je vous disais dans le titre, la montée soudaine du niveau de l'oued d'Ambouli qui a provoqué une situation de crise le long de la principale voie reliant la capitale à Doralé. Les eaux tumultueuses de l'oued, enflées par les fortes pluies, ont submergé la route, transformant rapidement le tronçon en un véritable cours d'eau impétueux. Ce qui était autrefois une route animée est devenu un site de chaos et d'impasse. Les véhicules qui tentaient de passer étaient rapidement stoppés par la force des flots en furie, les obligeant à faire demi-tour dans une tentative souvent désespérée de trouver une voie alternative. Les conséquences de cette submersion étaient claires. Des embouteillages monstres se sont formés, bloquant toute circulation dans les deux sens. Les automobilistes étaient pris au piège, incapables de progresser face à la force implacable de la nature déchaînée. Les images de la route transformée en rivière, improvisée, comme vous le voyez sur les images, ont capturé l'ampleur du désastre. Les véhicules abandonnés, les arbres déracinés, les débris flottants, témoignant de la puissance destructrice de l'oued d'Ambouli débordant de son lit. Face à cette situation critique, les autorités locales ont été contraintes de prendre des mesures d'urgence. Des équipes de secours ont été mobilisées pour évacuer les personnes piégées et évaluer les dégâts. La tâche était ardue. La nature résistant farouchement à toute tentative de rétablissement de l'ordre. Dans l'attente d'une accalmie météorologique, la route reliant la capitale à Doralé restait inaccessible, laissant les voyageurs dans l'incertitude quant à leur déplacement futur. Cette crise met en lumière la vulnérabilité des infrastructures face aux caprices de la nature et souligne l'importance de la préparation et de la résilience face aux événements météorologiques extrêmes. Et bien, dans cette montée de crues de l'oued d'Ambouli, ces inondations s'étant produites tôt ce matin ont emporté sur son passage un bus transportant une douzaine de passagers, selon l'information qu'on a pu récolter. Les différents corps de défense et de sécurité nationale ont été mobilisés pour sécuriser et pour les évacuations des passagers qui s'y trouvaient dans le bus, emportés par les inondations. Aucune victime n'est à déplorer. Rappelant que les forces armées françaises stationnées à Djibouti ont prêté main forte et ont secouru les passagers pris au piège et la population.
Les autorités djiboutiennes, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, a remercié l'assistance et l'appui fournis par l'armée française dans ces moments difficiles. Par ailleurs, le ministre a félicité les forces de défense et de sécurité nationale pour leur courage et dévouement dans cette catastrophe, enfin signalant que les autorités des ports et des zones franches, quant à eux, elles établissent un pont maritime entre l'Escale et le port de Doralé. Les forces de sécurité nationale ont été mobilisées pour sécuriser et pour les évacuations des passagers qui se trouvaient dans le bus emporté par les inondations. Et comme je vous l'ai rappelé, aucune victime n'est à déplorer. Rappelons que ces forces armées françaises stationnées à Djibouti ont prêté main forte et ont secouru les passagers pris au piège et la population. Les autorités djiboutiennes, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, a remercié l'assistance et l'appui fourni par l'armée française dans ces moments difficiles. Par ailleurs, le ministre a félicité les forces de défense et de sécurité nationale pour leur courage et dévouement dans cette catastrophe, enfin signalant que les autorités des ports et des zones franches ont quant à elles établi un pont maritime entre l'Escale et le port de Doralé. Eh bien, après des recherches intensifiées grâce à une mobilisation sans relâche des équipes de secours, ces survivants ont été repérés et évacués vers l'hôpital Pelletier où des médecins spécialistes les attendaient avec impatience. Les passagers trouvés dans des conditions précaires mais soulagés d'être en vie ont été immédiatement pris en charge par les équipes médicales. Les médecins mobilisés pour cette urgence ont prodigué des consultations médicales appropriées, mettant l'accent sur le traitement des blessures, des traumatismes causés par l'incident. Les femmes médecins se sont occupés des patients, assurant un soutien spécifique adapté à leurs besoins, tandis que leurs collègues prenaient en charge les hommes. Cet incident met en lumière l'importance cruciale de la coordination entre les services de secours et les établissements de santé en cas de catastrophe. La rapidité et l'efficacité avec lesquelles les secours ont été organisés et les soins médicaux dispensés ont permis de sauver des vies et atténuer les souffrances des survivants, alors que les recherches se poursuivent pour trouver d'autres éventuelles victimes. Cet événement rappelle l'importance de la préparation et de la réactivité face aux situations d'urgence. Eh bien, l'une des passagères, après avoir été consultée et soignée par les médecins, a exprimé sa gratitude envers l'État et les personnels soignants qui ont œuvré sans relâche pour les évacuer et les sauver. Elle a également tenu à souligner la stabilité de son état de santé malgré les épreuves traversées. Selon les informations fournies par le ministère, toutes les personnes secourues étaient saines et sauves. Ils étaient au total 14 personnes légèrement blessées. Elles ont repris le chemin vers leur foyer. Tout de suite après, la préfecture de Djibouti, en sa qualité du représentant d'État, a mis en place une cellule de crise, la seule autorité ayant la charge de coordonner pour les actions coopératives des différentes institutions compétentes et les différents corps des forces nationales mobilisés pour sauver, évacuer et minimiser des dégâts éventuels que peuvent engendrer les intempéries. Le préfet de la ville de Djibouti, étant sur le lieu en compagnie du ministre de l'Intérieur, a évoqué le caractère dévastateur de ces inondations lors de la réunion de crise tenue à la préfecture de Djibouti. Il a rappelé le caractère exceptionnel de ces inondations et crues, et en ce sens soulignant les efforts et les actions entreprises par les différents corps des forces nationales et les autorités compétentes pour sauver des vies humaines. L'objectif de la réunion est de discuter sur le bilan de la situation, certes, mais aussi sur la mise en place d'une plateforme susceptible de trouver un moyen pour parvenir à des éventuelles inondations. Ils ont unanimement rappelé les artères qui sont inondées, notamment la rue de Nelson Mandela. Il s'agit là pour les autorités préfectorales et les différents corps de forces nationales de trouver un moyen de contribuer à évacuer les eaux et surtout
comment s'y prendre pour les éventuelles inondations. Il convient de noter que les responsables se sont joints à l'idée d'agir urgemment quant à l'évacuation des eaux pluviales. Le directeur de l'assainissement a quant à lui rappelé que son équipe est sur les deux fronts, c'est-à-dire l'évacuation d'eau pluviale et celle des eaux usées. Le chef de l'État a ordonné aux autorités d'être vigilants. Eh bien, le préfet de la ville a dans sa déclaration évoqué brièvement la situation en général suite aux inondations et les crues de l'oued d'Ambouli qui se sont produites tôt ce matin, emportant sur son passage un bus transportant une quinzaine de passagers avant de nous livrer le bilan de la situation. Écoutons-le. Suite aux pluies diluviennes enregistrées ce matin aux alentours de la ville de Djibouti, une forte inondation est survenue au niveau de l'oued d'Ambouli et a emporté un bus transportant 7 passagers et un pick-up avec un seul passager. Aussi, 2 autres individus qui allaient au secours de ces passagers ont été également emportés. Toutefois, des interventions de secours ont été réalisées par le biais de l'hélicoptère et ont permis d'évacuer les sinistrés vers l'hôpital Pelletier. Les responsables des services concernés par ce genre de crise se sont mobilisés sur les lieux. Les forces de l'ordre, la protection civile, la garde des côtes ont procédé à la sécurisation de la circulation routière et le passage du pont a été bloqué temporairement, mais réouvert aussitôt. Dieu merci, parmi les blessés qui ont été emportés ou évacués vers l'hôpital Pelletier, où nous nous sommes rendus, aucune perte humaine n'est à déplorer au moment où on se parle, seulement des blessures légères on a constaté aux urgences de l'hôpital Pelletier. Une fois qu'on a fait le tour du terrain, j'ai convoqué une réunion d'urgence de la cellule de crise pour mettre au point l'état de la situation et surtout pour discuter sur les voies et moyens d'anticiper et de prévenir si de telles inondations nous arrivent dans l'avenir. Donc il y avait la préfecture de Djibouti, la mairie, la protection civile, l'agence de la météo et tous les services concernés, l'assainissement, la protection civile, tous les services concernés à la gestion des crises étaient mobilisés ici à la préfecture et la police aussi. L'objectif de la réunion, bien sûr, portait sur 3 points essentiels. D'abord, établir les bilans des restitutions, des logiques de chaque institution, l'identification des mesures préventives à entreprendre et surtout l'inventaire des défis et obstacles à relever. Donc nous avons bien discuté, nous avons localisé ou identifié tous les points noirs où des eaux usées sont stagnées. Donc on a fait une répartition des tâches. Chaque service va prendre ses responsabilités pour évacuer les eaux qui vraiment bloquent les artères, surtout les artères principales. Au terme de cette réunion, un dispositif de zonage indiquant les rôles et missions de chaque service intervenant dans l'atténuation des intempéries a été arrêté. La supervision et la coordination des opérations seront bien entendu assurées par la préfecture de Djibouti-Ville. Eh bien, de l'autre côté, maintenant de l'Oued, maintenant où les forces de défense et de sécurité ont pris des mesures décisives pour sécuriser et secourir la population, alors que l'Oued d'Ambouli menace de déborder, sèmant la panique parmi les habitants. L'Oued d'Ambouli, habituellement paisible, a été submergé par des pluies torrentielles déclenchant une montée rapide des eaux et menaçant de déborder de son lit. Conscients du danger imminent, les populations riveraines, les forces armées et de sécurité ont rapidement mobilisé leurs ressources pour faire face à cette crise. Un barrage a été déployé stratégiquement le long des rives de l'Oued pour prévenir toute catastrophe. Cette action a été cruciale pour sécuriser les infrastructures critiques et assurer la sécurité des habitants dans les zones à risque. La présence des forces armées et de sécurité a apporté un sentiment de soulagement et de confiance parmi la population qui a vu en elle des gardiennes vigilantes de leur bien-être.
Mais l'intervention des forces armées et de sécurité ne s'est pas limitée à la seule sécurisation des lieux. Elles ont également joué un rôle crucial dans les opérations de secours, facilitant ainsi l'évacuation des personnes piégées par les eaux montantes et fournissant une assistance médicale aux blessés. Cette réponse rapide et coordonnée souligne le professionnalisme et l'engagement des forces armées et de sécurité envers la population et la protection en temps de crise. Leur intervention a permis d'atténuer les effets dévastateurs de l'inondation et de sauver des vies, démontrant ainsi leur importance inestimable dans la sécurité et le secours plutôt des citoyens. En ce moment d'incertitude, les citoyens peuvent se reconforter en sachant que les forces armées et de sécurité sont prêtes à intervenir et à protéger, même face aux pires catastrophes naturelles. Leur dévouement indéfectible à assurer la sécurité et le bien-être de la population reste une source d'inspiration et de gratitude pour tous. Eh bien, la capitale n'a pas été épargnée par les caprices de la météo ces derniers jours. Une série d'événements météorologiques inhabituels a transformé la routine quotidienne de la population en une expérience imprévisible et souvent tumultueuse. Les artères de la ville ont été submergées par les eaux, bouleversant ainsi les habitudes bien établies. Les pluies intermittentes, parfois d'une force inattendue, ont suscité à la fois des moments d'émerveillement devant la puissance de la nature et des frustrations face aux perturbations qu'elles ont engendrées. Les déplacements ont été particulièrement difficiles avec des routes inondées et des embouteillages persistants. Les habitants ont dû faire preuve de patience et d'ingéniosité pour vaquer à leur occupation quotidienne. Malgré les défis rencontrés, certains ont trouvé du réconfort dans la beauté éphémère de ces précipitations et ont apporté à la ville, tandis que d'autres ont exprimé leurs préoccupations face à l'impact croissant des phénomènes météorologiques extrêmes. Eh bien, les autorités locales ont été mobilisées pour gérer la situation et ont appelé à la vigilance de tous face à de telles conditions météorologiques. Des mesures sont en cours pour renforcer l'infrastructure urbaine et améliorer la résilience de la ville face aux intempéries futures. En attendant, les habitants restent attentifs, espérant que les jours à venir apporteront un répit bienvenu à cette période mouvementée. Eh bien, suivons à présent la déclaration du directeur de la météorologie. Saison mars, avril, mai, les prévisions saisonnières ont prévu que les pluies seront au-dessus de la normale, c'est-à-dire il va pleuvoir le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. Et si je vous lis le résultat de relevé des pluies, Djibouti-Ville 20 mm, Arta 12, Ouéa 5, Demerjouk 20, Marjaga 8, Loya 10, 20, Békin 20, 60, Chebele 100, Sagelou 96, Daï 18, Randa 8, Alicebier 13 de pluie, Holhol 4 mm, Goubeto 15, Kamakaba 12 et puis Al-Adé 5. Comme vous le savez, on avait participé les prévisions saisonnières des pays de la Grande Corne d'Afrique à Kampala. Les prévisions de la région, on a prévu que la région recevra beaucoup de pluie, plus particulièrement Djibouti, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, le Burundi, toute la région, la Grande Corne d'Afrique, auront ou bien gagneront des précipitations au-dessus de la normale. Nous, comme les pluies ont tardé, ça veut dire les pluies devaient commencer le 14 mars, mais dû au changement climatique et le changement du régime de pluie, on a eu un retard. Mais les pluies ont commencé le 25. Et puis ils vont continuer, Inch'Allah, jusqu'au mois de mai. C'est la saison de pluie, mars, avril, mai. C'est la saison que nous attendons. Mais je dirais à la population, il n'y a ni tempête, ni cyclone. C'est des pluies modérées, intermittentes qui vont pleuvoir d'ici mai. Il n'y a rien à craindre. Direction Kampala, où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, a participé à la cérémonie d'ouverture de la branche ougandaise
de Salam Africa Bank de Djibouti à Kampala. Cet événement marquant une étape significative dans le paysage financier de l'Ouganda a été présidé par son Excellence le président ougandais Museveni. Le ministre a représenté le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, dans son allocution, le ministre a exprimé sa confiance dans le rôle crucial que Salam Bank Ouganda jouera dans la promotion de l'inclusion financière en Ouganda et dans la région environnante. Il a souligné que cette initiative ouvre des nouvelles opportunités pour les entrepreneurs, les investisseurs et les particuliers à la recherche des solutions financières conformes à leurs valeurs. Le ministre a tenu à féliciter Salam Bank Ouganda pour cette réalisation significative, soulignant l'importance de cette initiative pour le développement économique et financier de l'Ouganda et de la région. Retour à Djibouti, direction le sud du pays où la ville de Dikil a récemment été le théâtre d'un événement remarquable, alors que la distribution d'équipements sportifs aux associations de jeunesse locales et des localités a eu lieu au CDC de Dikil pour l'organisation des tournois de Ramadan. Cet événement important a été présidé par des personnalités éminentes, démontrant ainsi l'engagement et le soutien des autorités locales envers le développement de la jeunesse dans la région. Était présent lors de cette cérémonie de distribution le préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi Roble, le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, le sous-directeur régional du ministère de la jeunesse et de la culture de Dikil, M. Mohamed Omar Ouati, ainsi que les responsables des services déconcentrés. Au cours de la cérémonie, les responsables de la région ont officiellement lancé les différents tournois de Ramadan, marquant ainsi le début d'une période passionnante des compétitions sportives. Ces tournois visent à promouvoir l'esprit de fraternité, la camaraderie, le bien-être physique et mental des jeunes de la région, à renforcer le tissu social de la communauté et à offrir des opportunités d'épanouissement à la jeunesse locale de Dikil. Du sud, on passe vers le nord du pays où, dans le cadre de la protection de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille, à travers la direction de la famille, a organisé des séances de sensibilisation et d'information dans le centre du ministère de la Femme et de la Famille de Tadjoura, en collaboration avec l'UNICEF, le ministère de l'Éducation nationale, la Justice, l'UNFD et l'ANCI. Le rôle joué par la plateforme à travers les départements ministériels et l'UNFD. Les échanges ont été très fructueux avec les participations des différents leaders des services déconcentrés et de SOS Village. L'objectif de cette sensibilisation était d'informer les groupes ciblés des violences faites aux enfants et le rôle joué par la plateforme à travers les départements ministériels. Pour signaler les problèmes, pour signaler les enfants battus, maltraités ou agressés sexuellement. Il y a tous les membres de la plateforme aussi, c'est un point d'entrée pour tout le monde. Donc ici à l'UNFD, il n'y a pas aujourd'hui au niveau dans les régions, mais on a l'intention de faire l'extension des centres d'écoute très prochainement dans les régions, que ce soit au niveau de Tadjoura, au Wok, au nord ou au sud, de manière générale. Donc il faut toujours signaler. Le signalement est très, très, très important, d'où la nécessité, le besoin de cette équipe, que vous puissiez, à la société civile, qui peuvent aussi nous aider à arrêter ou à diminuer ce genre de problème. Eh bien, les responsables ont mis en exergue la violence faite aux enfants. Écoutons-les. Donc, c'est là où on est le plus en contact après les parents avec les enfants. Et nous, nous apprenons, on en parle déjà, nous apprenons à nos enseignants, à nos directeurs d'être vigilants et de regarder les enfants qui
soit sont maltraités et qui ont des blessures, qui reviennent à l'école avec des blessures, soit les enfants qui ont changé de comportement parce que traumatisés, ils ne sont plus aussi travailleurs à l'école. Et l'enseignant, comme il passe beaucoup de temps avec les enfants, il peut remarquer et donc questionner l'enfant, lui demander ce qu'il a eu, s'il a des problèmes, et par là transmettre au ministère de la Femme et de la Famille. Mais c'est fini, hein, on est devenus des citadins, tous les problèmes qui se trouvaient ailleurs sont là. Donc à nous d'ouvrir les yeux, de regarder, de suivre nos enfants. L'objectif de notre présence aujourd'hui, c'est la protection de l'enfant. C'est de vous parler les différentes sortes de violences faites aux enfants, comment protéger nos enfants, comment travailler avec la communauté. Parce que si aujourd'hui on est là devant vous, c'est pas juste on est venu et on va plus revenir. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera pas. Aujourd'hui on est venu, on a commencé un travail et on va aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Donc si aujourd'hui c'est qu'on vous explique, vous allez faire passer, vous allez informer le reste de la population qui ne sont pas avec nous. Mais nous, on veut garder la même équipe. On veut revenir, Inch'Allah, l'année prochaine ou dans quelques mois pour qu'on puisse continuer à débattre ce sujet qui est important. Parce que si on s'arrête à ce niveau-là, on ne va jamais aboutir au résultat qu'on attend. Et le résultat, c'est vraiment d'éradiquer. Là, je vais le dire maintenant, c'est d'éradiquer les violences faites aux enfants. Et dans l'actualité internationale, au Nigeria, la Banque centrale a annoncé une augmentation de 200 points de base de son taux directeur. Cette hausse fait suite à la plus importante augmentation de taux en près de 17 ans le mois dernier, lorsque la Banque centrale avait déjà augmenté le taux de 4 points de pourcentage pour tenter de maîtriser les pressions inflationnistes. L'inflation annuelle dépasse actuellement les 30%, atteignant ainsi son plus haut niveau en près de 3 décennies. Cette situation alimente une crise du coût de la vie impactant des millions de personnes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.